premier chapitre de la seconde partie du cours, qui est la programmation orientée objet. C'est la forme de programmation la plus utilisée actuellement, qu'on appelle la programmation orientée objet, qui se base essentiellement sur la notion d'objet. Bon, il y a d'autres formes de programmation qui sont apparues, mais c'est l'évolution donc de l'informatique qui a mené vers cela. Parce qu'on s'est rendu compte, bon, avant, il y avait la programmation procédurale, mais pour faire le lien entre les objets et les données, surtout quand il faut faire de la maintenance ou une certaine modification dans le code, ce n'était pas aussi évident que cela. Maintenant, dans la programmation orientée objet, on utilise la notion d'objet. C'est-à-dire que la programmation est centrée sur l'objet. Ce ne sont plus des variables que l'on déclare, etc. Et ensuite pour faire le lien. Mais on manipule des hommes, on manipule des chaises, on manipule des tables. J'écris un programme qui s'attaque à des données sur des employés, je vais manipuler des employés. Presque, vous pouvez faire la corrélation avec les objets que vous modélisez dans les bases de données. Voilà. Ici, on retrouve la même chose avec des fois d'autres concepts que vous allez voir peut-être dans des formes de programmation plus avancées, comme l'injection de dépendance, etc. Où là, c'est carrément l'objet que l'on manipule. Parce que vous avez une table ou des tables dans votre base de données, mais avec des uniplets. Maintenant, la classe va reprendre la même chose. On n'a pas un schéma de base de données, mais vous aurez une structure Java qui va définir un nom, l'ensemble des propriétés et des fonctions qui vont permettre d'agir sur ces propriétés et de récupérer leurs valeurs. C'est juste ce qu'on appelle une classe. C'est l'abstraction de l'ensemble des propriétés que les objets ont en commun. Mais nécessairement, pour ces propriétés, il faut qu'il y ait des fonctions qui agissent sur elles. Donc, nous en avions parlé la dernière fois en programmation classique, et c'est ce que nous avons fait depuis votre première année. Un programme se compose d'un ensemble d'instructions qui sont structurées en blocs. Et d'ailleurs, quand on a débuté le cours en Java, je vous avais dit que l'on considère par défaut qu'un programme en Java, pour le moment, c'est un ensemble de fonctions. Et nous l'avons vu, à chaque fois qu'on a créé une nouvelle classe, on a créé la fonction main et on est allé écrire notre programme dans la fonction main. Voilà. Et quand on a eu à voir la notion de fonction, nous avons introduit d'autres fonctions que nous avons utilisées. Voilà. Donc, ces fonctions, puisque c'est un programme informatique, il y a des données en entrée et des données en sortie, il y a une boîte noire. Ces fonctions agissent nécessairement sur des données d'entrée. Donc, nous l'avons vu dans les premiers chapitres. Ces données d'entrée peuvent provenir du clavier, cela peut être un traitement par votre voix, en tout cas des périphériques d'entrée. Cela peut provenir aussi du web ou bien d'un fichier d'une base de données, etc. Mais nous avons des fonctions, un ensemble de fonctions qui agissent sur des données et qui donc forment le programme. Ces fonctions peuvent être définies dans plusieurs fichiers, voilà, qui ensemble forment le code du programme. Et les fonctions vont s'appeler entre elles et vont agir donc sur des données. Et ça, il y a un niveau de problème qui va arriver au moment où vous allez vouloir modifier la nature de ces données-là. Vous allez devoir obligatoirement modifier les fonctions. Par exemple, j'avais une fonction qui permettait de faire la somme de deux entiers. Voilà. La somme de deux réels, par exemple. Ensuite, d'un seul coup, je change les propriétés et je me retrouve avec des réels. Bon. Une fonction qui somme des entiers, en principe, n'est pas appelée à recevoir des réels. Donc, si vous modifiez, par exemple, dans le programme, si ce sont des variables globales ou autres, ces types de valeurs, ou bien des variables locales, avec des appels dans une autre sous-fonction, il va falloir aller dans la fonction aussi et modifier les paramètres de la fonction leur type. Donc, vous avez plusieurs fonctions qui agissent sur les données. Et les fonctions et les données sont dissociées. Voilà. Il n'y a pas de liaison, en tout cas explicite, comme nous allons le voir en programmation orientée objet. Et là, il y a un souci, c'est que lorsque vous changez les structures des données, il va vous falloir en conséquence donc modifier toutes les fonctions qui agissent sur des données.
Par exemple, si vous aviez une fonction qui permettait de calculer la somme de deux entiers reçus en paramètres, vous voulez lui passer maintenant des réels, vous aurez un souci. Il va falloir donc, s'il y a des données, et qu'il y ait des fonctions qui agissent sur ces données, si vous modifiez quelque chose, par exemple le type de ces données, il va falloir aller dans toutes les fonctions faire des modifications. C'est la même chose aussi si on a des variables globales et que sur ces variables globales, il y a des fonctions dans le même fichier ou d'autres fichiers qui agissent sur ces données, il va falloir retrouver ces fonctions et les modifier. Et autre niveau de difficulté aussi dans ce qu'on appelle la maintenance évolutive, plusieurs personnes peuvent participer à l'écriture d'un programme. Et dans ce cas, il faut éviter qu'il y ait aussi que ces personnes mélangent leurs données. Et là, la question que l'on se pose, c'est comment être sûr que certaines données ne vont pas être modifiées par des fonctions écrites par d'autres programmeurs. Bon, on va voir après la notion d'encapsulation et d'autres. Donc, la programmation orientée objet, comme nous l'avons vu, donc, dans ce contexte, un programme se compose d'un ensemble d'objets. Et effectivement, comme l'ensemble des objets que vous connaissez, un objet a un ensemble d'attributs ou de propriétés. Donc, ce sont les données de l'objet. Par exemple, si vous regardez la chaise a une couleur, il y a peut-être un prix, nombre de pieds, etc. Et un ensemble de méthodes. Et ces méthodes-là vont permettre d'agir sur les propriétés donc, de cet objet. Par exemple, si on modélise un être humain ou bien un homme, donc un homme a comme propriété, peut-être des jambes, des pieds, des oreilles, je ne sais pas, une bouche, un nez, mais à chaque fois, en fonction de chaque attribut qui permet de caractériser l'objet, il y a une fonction qui est associée. Par exemple, le nez sert à respirer, au moins. Par la bouche, on peut manger, on peut parler, etc. Voilà. Donc, l'objet est modélisé avec ses propriétés, mais il faut aussi qu'il y ait des fonctions qui puissent agir sur ces propriétés-là. Les fonctions internes. Donc, les objets agissent les uns sur les autres par des appels de méthode. On va dire qu'un objet A agit sur un objet B, donc en appelant une fonction de B, évidemment. Donc, une méthode de l'objet B. Et dans ce cas, on parle d'invocation, comme nous l'avons vu la dernière fois. Quand un objet A invoque la méthode d'un autre objet, on va dire que A invoque une méthode de B. Donc, on invoque une certaine fonctionnalité. Les attributs d'un objet aussi ne sont manipulés que par les méthodes de ce même objet et pas par... voilà. Si vous avez un autre objet qui veut manipuler les attributs d'un autre objet, il doit passer par une fonction qui permet de manipuler cet objet. Donc je faisais peut-être... Je vous donnais un exemple la dernière fois en vous disant, on a la propriété bouche, peut-être qui permet de parler, mais il n'y a personne qui peut parler à votre place. On va vous demander de parler. Donc, on demande, vous avez donc une méthode chez vous qui va demander à une méthode qui vous est propre d'agir sur une de vos propriétés. Donc, les attributs d'un objet ne sont manipulés que par les méthodes de ce même objet et pas par en tout cas dans les normes, une fonction d'un autre objet ne peut pas ou ne doit pas accéder à une propriété. Voilà. Même si on peut modifier le programme de telle sorte que cela se peut. Mais dans l'idéal, chaque propriété qui est interne à ma classe ou bien à mon objet doit être manipulée par une fonction interne. Si l'on veut y agir depuis l'extérieur, il faut passer par une fonction interne. Donc, faites la différence entre manipulation et invocation. Quand vous avez une fonction interne à un objet qui accède à une propriété en lecture, écriture ou toutes autres sortes de relations à une propriété interne, on parle de manipulation. Voilà. On manipule quelque chose. Mais quand vous avez une méthode ou bien une propriété, etc.,
surtout une méthode, d'un objet qui agit sur une autre méthode, une propriété d'un autre objet, là on parle d'invocation, on invoque. Par exemple, si vous regardez ici, nous avons au niveau de l'objet A, la méthode A qui manipule l'attribut A. Mais quand la méthode A fait référence à une méthode de B1, on parle d'invocation. Donc on va dire que la méthode A1 là invoque la méthode B1 de l'objet B. Donc tout ce qui est en vert et en bleu. Donc il y a une dissociation entre les données et les fonctions. Il y a une association entre données et fonctions dans ce cas-ci. Puisque quand on implémente les données, par l'intermédiaire des attributs, on implémente des fonctions qui spécifiquement agissent sur ces données. De ce fait, quand on va modifier ces données, nous pourrons savoir quelles sont les fonctions qu'il faudra donc modifier. Voilà, donc quand on change les structures des données, il faut modifier en conséquence toutes les fonctions qui agissent sur ces données. En général, ce sont des constructeurs, des getters, des setters, comme nous allons le voir. Donc, les objets et la notion de classe, il faut, comme le parallélisme que nous avons vu tantôt, entre le NUPLE et le schéma de la base de données, c'est la même chose qui revient. Vous avez la classe qui quasiment représente le schéma de votre base de données, de la table, le schéma de la table, de la base de données, et le NUPLE que vous avez qui représente un objet. Ici, la structure d'un objet est définie par ce que l'on appelle une classe. Et la structure va modéliser avec un nom, mais aussi l'ensemble des propriétés et des fonctions qui vont permettre d'agir sur ces propriétés en lecture et en écriture. Donc, évidemment, deux classes définissent deux sortes d'objets différents. Si vous avez deux classes différentes, si les classes sont différentes, forcément ces deux classes définissent deux objets différents. Un programme peut aussi contenir plusieurs objets de la même structure, donc c'est-à-dire plusieurs objets de la même classe. Donc, on peut avoir un tableau de livre, un tableau d'étudiant, donc plusieurs objets de la même structure. Donc, si aussi vous avez un objet A qui est défini par une classe grand A, on va dire que petit a est une instance de la classe grand A. Et on en a parlé de la notion d'instance, surtout de la notion d'instanciation avec les tableaux et les chaînes de caractères, si vous vous souvenez. Donc une classe aussi, c'est un type évolué. Donc comme les tableaux, les classes sont des types évolués. Si vous définissez une classe, vous allez définir un nouveau type que vous pourrez utiliser donc dans le programme. Entre classes, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est comme la différence entre le NUPLE que vous avez dans votre base de données et le schéma de la table. Oui, l'entité, c'est comme la classe. Ce que vous avez, les lignes là, ce sont les objets. Mais ici, l'objet, au lieu d'être plusieurs propriétés, les propriétés vont se regrouper, forment l'objet. Voilà. Comme par exemple, on va dire qu'un être humain, il a deux pieds, deux mains, je ne sais pas, une tête. Bon, en tout cas, une définition. On définit les propriétés. Voilà. C'est pourquoi je faisais le parallélisme. L'entité ici presque représente la classe, parce que c'est la structure qui permet donc de modéliser les objets. Et les NUPLE que vous avez dans la table, là, ce sont les objets. Donc, une classe, c'est un type. Si vous déclarez une classe, vous pouvez vous en servir pour déclarer des objets. Et nous avons déjà utilisé cela. Donc, quand on définit une classe, il faut lui donner un nom. Et donc, ce nom va servir d'élément, donc, de type qui va permettre de définir les éléments de la classe. Donc, le nom de la classe va vous permettre de définir le type.
permet aussi de définir un type. Attention, le nom d'une classe, par convention, doit commencer par une lettre en majuscule. Bon, vous pouvez tout écrire en majuscule, minuscule, mais c'est la convention. La première lettre doit commencer par une lettre en majuscule. Donc, le Java est sensible à la classe. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de vous le répéter. Donc, ça, vous l'avez constaté par vous-même. Donc, quelle est la syntaxe globale qui permet de déclarer une classe? Nous l'avons déjà vu. Pour déclarer une classe, il faut écrire le mot prédéfini public que nous allons voir après dans les notions d'encapsulation. Ensuite, le mot-clé classe. Ensuite, le nom de la classe, accolade ouvrante et fermante. Et dans le bloc, vous devez mettre les fonctions et les propriétés. Donc, les attributs et les méthodes. Donc, vous avez le nom de la classe, les attributs, donc ce sont des variables, mais qui définissent les propriétés de l'objet. Ensuite, vous avez les méthodes qui vont agir sur les éléments de la classe. Et forcément, cette classe doit être enregistrée dans un fichier qui a un même nom, qui aura le même nom que le nom de la classe. Si les noms diffèrent, bon, vous allez vous retrouver avec une erreur. Oui. Méthode. Les méthodes, ce sont les fonctions qui agissent sur les propriétés. Bon, on va y revenir. Quand on parle de méthode, on parle de fonction. Mais en programmation orientée objet, bon, c'est le terme méthode qui est utilisé. Mais quand on parle de méthode, les méthodes, ce sont des fonctions seulement. Nous les avons vues dans la première partie du cours. Concernant les attributs, bon, ce sont aussi des variables, mais qui spécifiquement sont des propriétés des objets que la classe permet de créer ou manipuler. Donc, pour déclarer une propriété, il faut mettre le type de la propriété ou de l'attribut, ensuite le nom. Par exemple, pour un étudiant, vous aurez int, par exemple, numéro de carte, string prénom, string nom, etc. Donc, les attributs sont des variables dont la portée est toute la classe. Donc, ce sont quasiment des variables globales. Et en principe, par le principe d'encapsulation, ou bien ce que l'on disait pour ne pas dissocier données et fonctions, en principe, les attributs ne sont accessibles qu'avec des fonctions internes à la classe. Si vous êtes à l'extérieur, en principe, vous ne devez pas pouvoir accéder directement aux attributs. Mais nous allons voir qu'on peut utiliser la notion de public, private ou protect, qui permettent de dire comment les attributs seront visibles. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Ou bien est-ce qu'il faut passer par une fonction, etc. Et interne ou externe. Donc, concernant les méthodes, ce sont des fonctions, donc, comme nous les avons vues dans la notion de la partie du cours sur la notion de fonction. Pour déclarer une méthode d'une classe, vous écrivez public, le type de retour, ensuite le nom de la méthode. S'il y a des paramètres, il faut les énumérer avec leur type et leur nom. Ensuite, vous aurez un bloc, et dans le bloc, il faut mettre donc ce que la fonction est censée faire, le traitement associé. Donc, une remarque ici, deux classes différentes peuvent avoir des méthodes de même signature. Ce n'est pas interdit. Donc, deux classes différentes peuvent avoir des méthodes de la même signature. La signature d'une méthode, nous allons voir cela, c'est la chaîne qui est formée par le nom de la méthode et du type de chacun de ses arguments. C'est une des parties que nous allons voir dans quelques diapos. Donc, ici, vous avez un exemple de classe. Donc, qui est la classe point? Donc, ici, vous avez l'exemple de la classe point. Donc, comme je vous l'ai dit,
tout à l'heure, vous avez public, classe, le nom de la classe. Ici, c'est point. Vous avez deux attributs parce qu'un point est caractérisé dans un espace à deux dimensions par son abscisse et son ordonnée. Donc, l'abscisse est représenté par la variable x parce que l'abscisse est un entier. On va dire qu'on a un point de coordonnée 2, 2, un point de coordonnée 5, 10, etc. Hein? Et vous avez l'ordonnée int y qui représente cette ordonnée. Ensuite, vous avez un ensemble de fonctions, ici pour le moment une seule, qui permet de calculer la distance de ce point par rapport à l'origine. Bon, la distance par rapport à l'origine, c'est la racine carrée de x2 plus y2. Bon. C'est ce qu'on a ici, qu'on a calculé et que l'on retourne ici. Donc pour la méthode, vous avez public. Donc, le type de retour float, parce qu'on a la racine carrée de x2 plus y2, et le nom de la méthode, distance origine. Donc, il n'y a pas de paramètre. Alors, donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de classe qui représente un point. Donc, la dernière fois, on avait défini une classe élève UPM ou étudiant UPM. Hein? Une classe personne. Il y avait une classe périque. Parce que je vous avais donné des exemples de classe à implémenter. Hein? Je vous avais demandé de... Hein? Ah, c'était déjà fait. Ok, d'accord. Ok. Donc, cette classe aussi, comme je vous l'ai dit, si vous regardez au niveau du nom de la classe, la première lettre du nom de la classe commence par une lettre en majuscule. C'est une convention. Donc, il faut vraiment essayer de respecter cette convention. Donc, autre chose aussi, les noms des méthodes commencent par une lettre en minuscule, si vous regardez ici. Et si vous avez, comme je vous l'avais expliqué dans les noms de variables, qu'on avait vu dans les premières parties du cours, en programmation orientée objet, pour les noms des variables, pour les noms des méthodes, la première lettre commence par une lettre en minuscule, mais à chaque fois qu'il y a un mot qui vient dans le nom, la première lettre de ce mot doit commencer par une lettre en majuscule. Donc c'est une convention aussi. C'est pourquoi, origine, vous avez un grand O. Donc ce sont des conventions. Bon, les conventions sont faites pour être respectées. Il faut essayer de les respecter. Si vous ne les respectez pas aussi, cela marche, mais il faut faire un effort. Donc, cette classe-là doit être enregistrée forcément dans un fichier nommé .java. Là, c'est dans le cas où, à un moment donné, pour faire de la programmation, on a enregistré, on écrivait le code dans des éditeurs de texte. On a enregistré, on compilait avec Java et Java et exécuté avec Java. Mais dans les éditeurs de développement intégré comme Eclipse, vous ne vous souciez plus de ce problème du nom de la classe. C'est automatiquement, donc, l'éditeur va se débrouiller pour donc, extraire le nom de la classe et choisir cela comme le nom du fichier. Ok. Donc, en représentation IML, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, ou bien vous allez voir cela. En notation IML, c'est comme la notion d'entité que vous voyez ici. Hein? Vous avez fait IML. Vous avez vu aperçu à un moment donné. C'est utilisé, c'est un formulaire de modélisation qui permet de modéliser les bases de données, surtout en base de données, ou bien aussi les processus ou fonctionnalités dans une approche orientée objet. Donc ici nous avons l'entité voiture, donc qui correspond à la classe voiture. Une voiture par exemple, nous avons identifié trois attributs pour une voiture, que la voiture a une puissance, la voiture aussi a un état, est-ce que la voiture est démarrée ou pas, et aussi une voiture a une vitesse. La voiture roule à une vitesse donnée. Ensuite, à ces propriétés-là, ces attributs sont associés donc des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui agissent sur eux. Donc, par exemple, sur l'attribut puissance, vous avez la méthode de quelle puissance qui permet donc de s'interroger sur la puissance de la voiture. Est-ce que c'est 2 chevaux, 10 chevaux, 8 chevaux, etc. Est-ce que là, sur l'état de la voiture, nous avons une méthode booléenne démarre qui permet de savoir est-ce que la voiture est démarrée ou est-ce que la voiture est à l'arrêt. Et vous avez la méthode accélère qui permet d'accélérer
la vitesse suivant une valeur reçue en paramètre. Bon, les plus et les moins que vous voyez ici, donc à côté des attributs et des méthodes, c'est ce qu'on appelle le niveau de visibilité publique, private, protect, que nous allons voir après. Donc, pour les méthodes, vous avez les sélecteurs et les modificateurs. Les sélecteurs correspondent à la notion de getter, que nous avons vu la dernière fois, et les modificateurs à la notion de setter. Bon, les sélecteurs, ce sont des fonctions qui permettent de récupérer la valeur de l'acteur uniquement, rien d'autre. Tandis que les modificateurs vont agir sur les profils pour modifier leur valeur. Donc, cette classe-là que vous avez ici, si vous codez la même classe en Java, voilà ce à quoi ça va ressembler. Donc, si nous avons trois propriétés, puissance qui est un entier, et démarrer qui est un booléen, et la vitesse qui est un réel. Donc, ces propriétés, on les code dans une puissance, booléen et démarrer. Donc, vous voyez ici, on a éliminé les accents. Il faut faire attention au français avec les accents. On ne déclare pas de nom de variable avec des accents. C'est pourquoi vous les retrouvez ici. Ensuite, vous avez la propriété ou l'inclusive vitesse qui est déclarée. Concernant les méthodes, donc deux catégories, sélecteurs et modificateurs. Donc, puisque de quelle puissance est un sélecteur, il ne modifie pas la valeur de la propre puissance, mais il retourne uniquement sa valeur. Bon, la dernière fois, on aurait pu modéliser cela ou l'implémenter avec la méthode getPuissance. Et vous avez des modificateurs qui permettent de modifier les valeurs de ces propriétés. C'est pourquoi ici, pour démarrer, on change la valeur de la propriété démarrée à bout. Et pour accélérer, bon, quand on accélère, on augmente la vitesse ou bien on diminue la vitesse d'une valeur donnée. Donc ici, c'est pourquoi on modifie vitesse. On lui ajoute V. Quand V a une valeur négative, on la vitesse diminue. Quand V a une valeur positive, la vitesse va augmenter et dans ce cas, on accélère. Donc on aurait pu peut-être implémenter une méthode d'accélérer. J'ai une photographie ici du doigt. Je vais photographier la watée. Donc, l'opérateur new, bon, qui n'est pas nouveau pour vous, parce que nous l'avons vu dans la partie sur les tableaux, l'opérateur new va permettre de créer des instances, d'instancier les éléments. On avait vu avec les tableaux que déclarer un tableau seulement ne suffit pas. Il faut l'instancier. Si vous ne l'instanciez pas, l'objet est nul. Donc, pour manipuler un objet dans le code, il faut déclarer une variable qui va contenir l'objet. Mais seulement ça ne suffit pas. Déclarer un objet, donc ne crée pas l'objet. Voilà. C'est comme si vous avez l'essence de l'objet de l'existence. C'est comme l'autre qui disait l'existence précède l'essence de l'essence. Si vous ne pouvez pas avoir une existence sans essence, vous ne savez pas. Moi, c'est Jean-Paul Sartre. Il disait que l'existence, vous l'avez vu en philosophie en terminale. L'existence précède l'essence, l'essence précède l'existence. Bon, ici, la déclaration de la variable, c'est comme si on avait l'intention, en tout cas, de dire nous allons créer un objet. Donc, il y a une certaine essence, je ne sais pas. Mais pour que l'objet existe réellement, il faut l'instancier. Sinon, l'objet est nul. Oui. Bon, il faut une autre classe. Bon, ici, nous n'avons que la notion de manipulation, pas d'invocation. Par exemple, la méthode de quelle puissance manipule la propriété puissance. La méthode démarre manipule la propriété et démarrer. Accélère, manipule la propriété vitesse. Pour avoir la notion d'invocation, il faut une autre classe. Par exemple, si on avait une méthode main qui créait une instance de la classe voiture, ensuite appelée démarre,
on va dire que la méthode main de la classe de test invoque la propriété théorique. Mais bon, pour le moment, on n'a pas encore cette notion d'invocation. Ici, vous n'avez que des manipulations. La manipulation, c'est quand on manipule une fonction interne, manipule donc une propriété interne. Mais dès qu'on manipule une fonction de notre objet, là, c'est une invocation. Et c'est même dans la vie on manipule une de ces propriétés. Je manipule ma main, je manipule mes yeux, mes oreilles, etc. Mais pour une fonctionnalité de notre objet, là, il s'agit d'invocation. On invoque quelque chose pour qu'il fasse quelque chose, on invoque Dieu, pour qu'il fasse quelque chose. Là, c'est quand on passe, quand on essaie d'accéder à une fonctionnalité de notre objet. Mais je vais vous donner un exemple. Indirect, voilà. Par exemple, quand je fais appel à toi qui fais, là actuellement, tu fais appel à la propriété qui te permet de t'asseoir sur la chaise. Mais tu ne manipules pas la chaise. Mais tu invoques une de ces propriétés. Tu l'invoques à l'intermédiaire de la fonction. Par exemple, quand j'appuie sur la lettre A de mon clavier, bon, je touche la lettre A, mais il y a une fonctionnalité derrière qui permet d'afficher A. Dans ce cas, on va invoquer cette fonction par l'intermédiaire de la touche A du clavier. Dès qu'on parle d'invocation, il s'agira d'une méthode de notre objet. Quand on parle là de manipulation, dans ce cas, c'est entre une propriété et une fonction interne. Donc ici, dans la classe voiture, vous n'avez que des manipulations, il n'y a pas d'invocation ici. Donc, attention encore, déclarer une variable objet ne crée pas l'objet. Si vous déclarez l'objet, l'objet est déclaré. Mais il n'y a aucune existence, l'objet est nul. Donc, pour créer l'objet, il faut utiliser l'opérateur nul. Donc, comme nous le faisons avec les tableaux, on écrit point P égale new point. Donc, pour le moment, on va voir après la notion de constructeur. Pour créer l'instance, on écrit le nom de la classe avec les parenthèses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur terminal. Il porte vraiment son nom. C'est une méthode, c'est une fonction qui permet de construire l'objet. On a déclaré. Après, il faut construire l'objet pour que l'objet ait une existence. Et une fois que l'objet est construit, l'objet aura les propriétés et les méthodes de la classe qui a permis donc de créer cet objet. Justement, la notion de constructeur, parce que ici, nous l'avons utilisé, parce qu'on ne peut pas créer une instance sans constructeur. Donc, un constructeur va permettre donc de donner vie à vos éléments, voilà, de créer donc les objets. Sans constructeur, on ne peut pas créer d'objet. Donc, constructeur, construire, ça porte bien son nom. Donc, en Java et dans les langages de programmation orientée, si vous allez dans le C# un constructeur, c'est une méthode qui a pour nom le nom de la classe et qui n'a pas le type de retour. C'est une méthode. Mais la méthode doit avoir forcément comme nom le nom de la classe. Ensuite, le constructeur, cette méthode-là, ne doit pas avoir de type de retour dans sa déclaration. Il n'y a jamais de type de retour pour un constructeur. Si un jour vous créez un constructeur avec un type de retour, du coup vous avez fait une erreur. Donc, par exemple, pour la classe point, on a point P. Le constructeur, ce serait une méthode publique point, parenthèse ouvrant fermant. Et dedans, il va permettre de construire l'objet. Donc, par défaut, on peut affecter à l'objet des valeurs par défaut. Donc, syntaxe, voici la syntaxe. Donc, pour un constructeur, vous avez public, le nom de la classe, ensuite l'ensemble des paramètres par défaut qui sont transmis, peut-être pour initialiser les attributs de l'objet. Donc, c'est une méthode avant tout. Donc, on peut définir aussi
autant de constructeurs, mais avec des arguments différents. Donc les arguments, pour rappel, ce sont ces éléments-là que vous avez en paramètre de la déclaration de l'écriture du code de la fonction. Donc le rôle du constructeur est de permettre d'initialiser les attributs d'un objet au moment de sa création. Et sans constructeur, on n'a pas d'objet. Tous les objets ont été construits. On a construit cette chose, on a construit la machine, on les a construits, etc. Donc, sans constructeur, pas d'objet. Et quand on construit l'objet, on se sert de la structure qui permet de le créer. Et ainsi, l'objet va avoir les mêmes propriétés donc, que la structure. Donc, le constructeur dont la signature ne comporte pas d'argument, c'est ce qu'on appelle aussi un constructeur par défaut. Et si on ne définit aucun constructeur dans le code de la classe, le constructeur par défaut existe quand même. Alors, mais une fois que vous allez créer un constructeur avec argument, vous ne pouvez plus accéder à ce constructeur-là. Le constructeur n'existera plus. Donc le constructeur est appelé par l'opérateur new quand on crée donc, un objet. Donc les arguments d'appel vont correspondre forcément aux arguments que vous avez utilisés pour la classe comme pour le code de votre constructeur. On peut avoir autant d'arguments, ça dépend souvent du nombre de produits que vous avez pour votre classe. Par exemple, pour la classe point de tout à l'heure, on avait dit que le constructeur, c'est une méthode qui n'a pas de type de retour et qui a pour nom le même nom que le nom de la classe. Donc, forcément, le constructeur de la classe point sera écrit sous cette forme public point. Maintenant, on lui a passé deux paramètres qui permettent d'initialiser les axes et l'ordre de l'objet qui va être créé. Donc, on peut créer un point, mais il faut dire quelles sont les valeurs d'axe et d'ordre de ce point. Et en même temps que l'on construit l'objet, on initialise les valeurs de ces deux propriétés de l'objet. Donc ici, nous avons deux instances de points, P1 et P2. Ensuite, vous avez un point P1 qui est une instance de point qui a pour coordonnée 10, 6. Ça va permettre ici de créer un point P1 qui a pour coordonnée pour abscisse 10 et pour ordonnée 6. Donc dans le repère. On peut en créer un P3 qui aura pour coordonnée 5, 8, etc. Bon, ce sont des entiers qui sont reçus en paramètres. Donc, étant donné que l'on a créé un constructeur avec argument ici, vous ne pourrez plus à cet instant accéder au constructeur par défaut. Si vous l'écrivez, vous allez vous signaler une erreur. Ce n'est pas possible. Le constructeur par défaut, une fois que vous avez défini un constructeur, vous ne pourrez plus y accéder. Le constructeur par défaut, il est là pour vous permettre de créer les objets par défaut si vous n'en avez pas. Donc, à l'image de la vie courante, vous n'avez aucun objet sans constructeur. À un moment donné, l'objet sera construit. Et on considère que dans le monde, nous n'avons que des objets. Maintenant, les objets se distinguent les uns des autres, comme leur utilité et des fois dans leur fonction. Donc, voilà, pour toi qui demandais un exemple d'invocation. Donc, si on veut, voilà, ici nous avons un exemple d'invocation ici, de la méthode distance origine ici, de l'objet P1, qui est le point de coordonnée 10, 6. Voilà. Donc, si vous voulez invoquer une méthode sur un objet, il faut écrire le nom de l'instance, point le nom de la méthode que l'on souhaite invoquer. Voilà. Le point permet d'invoquer la méthode ou la fonctionnalité de l'objet. Par exemple, ici, on avait défini dans la classe point la fonction distance origine. Si vous voulez accéder à cette fonction pour calculer la distance de ce point par rapport à son origine, depuis par exemple votre méthode main, il vous faudra déclarer par exemple un point P1, l'instancier, mais si vous voulez accéder
à la distance de P1 par rapport à l'origine, on écrit P1 point distance origine. Dans ce cas, dans la méthode main, nous allons invoquer donc la méthode distance origine du point P1. Là, vous avez un exemple d'invocation. Comment est-ce qu'on accède aux valeurs d'attributs? Nous en avons parlé au début du cours. En principe, vous ne pouvez pas accéder aux propriétés d'un objet depuis l'extérieur. Donc, la solution est pourtant, on a besoin de lire ces valeurs de propriété. Par exemple, quelqu'un va vous dire quel est votre nom, mais quelqu'un ne va jamais entrer dans votre tête pour prendre votre nom. Ça se trouve à l'intérieur. Donc, cela, il faut passer par une méthode qui permet de prendre cela. Donc, on va dire quel est votre nom. Dans ce cas, on passe par votre propriété écoutée, par la fonction qui écoute. Et dans ce cas, vous allez à l'intérieur. Il y a un processus qui va aller récupérer votre nom et dire, donner l'information. Donc, les attributs ne sont pas accessibles à l'extérieur des classes. Et des méthodes de classe qui les contiennent. Et même des classes, en principe, pour les contenir. Donc, si on veut pouvoir lire ou modifier leurs valeurs, on développe la classe, il faut appeler les méthodes. Donc, qui ont été implémentées à cette classe. Donc, on appelle généralement ces méthodes des accesseurs. Ce sont des méthodes qui vont uniquement permettre d'accéder aux propriétés, aux valeurs des propriétés de l'objet. Donc, vous avez ici la propriété X, et à la propriété X, on associe la méthode getX qui va permettre de récupérer la valeur de l'abscisse. Donc, ici, si vous regardez, on ne retrouve que la valeur de X. Uniquement. Donc, c'est ce qu'on appelle des accesseurs. Oui. Oui. On écrira public int get y, return y. Ce sont les choses les plus faciles à écrire. Si vous voyez les 3 points là, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites. Il y a le constructeur qui n'est pas là, vous avez le getter de y, vous avez le setter de x, le modificateur de x et le modificateur de y. On peut mettre aussi d'autres fonctions. Hein. On pouvait mettre. Oui? Non, pas en même temps. C'est un accesseur pour x, un accesseur pour y. Parce que la méthode ne retourne qu'une seule valeur, pas deux valeurs. On ne peut pas à la fois retourner x et y, en tout cas, tel que écrit. La notion d'encapsulation, j'en parle depuis ce matin. Donc, c'est la possibilité d'accéder aux propriétés, aux attributs d'une classe Java. Voilà. C'est comme, si vous regardez, il y a des propriétés qui sont publiques et auxquelles tout le monde peut accéder. Mais il y a des propriétés qui sont privées, personne ne peut y accéder. Chacun peut dire combien vous mesurez, combien vous avez de mains, de pieds, hein, etc. Mais il y a des attributs qui sont privés, personne ne peut y accéder. Donc, c'est comme ici, il y a des éléments qui sont publics, tout le monde peut y accéder. Mais il y a des attributs au niveau, ou bien des propriétés à l'intérieur de l'IPEM qui sont privés. Pour y accéder, il faut faire partie de l'IPEM, par exemple. Donc, l'encapsulation, c'est la possibilité d'accéder aux attributs d'une classe. Donc, il y a différents niveaux d'encapsulation, en tout cas, que l'on appelle aussi niveau de visibilité. Vous pouvez avoir des propriétés qui sont publiques. Quand une propriété est publique, tout le monde peut y accéder. Voilà.
Mais quand quelque chose est privé, c'est privé. En principe, pour accéder à une propriété privée d'un objet ou bien d'une organisation autre, il faut en faire partie. Ou bien passer par une fonction qui permet d'y accéder depuis l'extérieur. Donc, vous avez plusieurs niveaux de visibilité dans une classe, voilà, qui sont définis. Donc, pour les méthodes, les constructeurs, les attributs, par ces trois mots-clés, private, public et protect. Donc, si vous avez un niveau de visibilité publique, voilà, pour la classe, bon, forcément la classe doit être publique, sinon on n'y accède pas, bon, en général. Voilà. Quand c'est public, tout le monde peut y accéder, n'importe qui, depuis l'extérieur, directement. Pour les attributs, accessible partout, pour les méthodes aussi. Mais ce n'est pas très recommandé. Quand c'est privé, s'il s'agit d'un attribut, donc l'accès ne sera réservé directement qu'aux membres de la classe. C'est-à-dire les fonctions qui sont définies à l'intérieur. Pour les méthodes aussi, pareil. Si vous définissez une méthode comme étant privée, donc seules les méthodes internes à la classe ou bien les objets internes à la classe peuvent y accéder. Voilà. Donc, si vous avez un niveau de visibilité protect, seules les méthodes de la classe et des éventuelles classes héritées peuvent accéder à l'attribut et aussi le modifier. Sinon, on ne peut pas à l'extérieur. Pas possible. Donc, voici un exemple sur l'encapsulation. Donc, on a la classe voiture, la puissance qui est privée, démarre qui est une méthode publique et make commission qui est une méthode privée. Maintenant, supposons que l'on ait une classe test voiture qui permet donc de tester la voiture, bon, pour démarrer, arrêter, accélérer, etc. Donc, dans la fonction main, on peut invoquer la méthode démarrer, ce n'est pas un problème. Parce que la méthode démarrer est une méthode publique. Mais quand vous voulez, à partir de l'instance de voiture que vous avez, accéder à la méthode make commission, ça ne peut pas marcher. Parce que make commission est une méthode privée et on ne peut pas accéder aux attributs et aux méthodes privées depuis l'extérieur de la classe. Il va vous refuser l'accès. Donc, une méthode privée ne peut plus être invoquée en dehors du code de la classe où elle est définie. Si vous essayez de le faire, une erreur vous sera signalée. Le mot-clé this, donc this est un mot-clé en programmation orientée objet qui fait référence à l'objet courant. Bon. Mais en général, on l'utilise surtout pour différencier des attributs au niveau des méthodes ou bien du constructeur qui ont les mêmes noms que les attributs de la classe. Mais vous pouvez le faire précéder de n'importe quelle propriété. Par exemple, pour accéder à x, on peut écrire this.x. Bon, c'est la même chose que x. Mais c'est surtout utile dans ces cas. Par exemple, ici, vous avez une méthode décale qui permet de décaler les coordonnées du point, bon, pour faire une petite translation. Donc, vous avez un paramètre x et un paramètre y. Le problème, si on n'utilisait pas x, c'est de distinguer le x du paramètre et le x de la propriété, ou le x, y de l'attribut du paramètre et le y de la propriété de la classe. Donc, quand on écrit this.x plus égale x, cela permet de dire que le premier x, c'est le x qui est une propriété de la classe. Voilà. Et quand on écrit this.y, il pourra automatiquement savoir qu'il s'agit du y qui est la propriété de la classe. Et les deuxièmes x et y après les égalités, ce sont les x et les y en paramètres de la méthode.
Donc c'est un des rôles pour éviter les conflits entre les noms. Parce que si on n'avait pas 10, on allait écrire x plus égale x, y plus égale y. Mais chaque x représente quel x? X en paramètre ou bien le x comme attribut de la classe. Attention, quand on compare deux objets, on va dire que deux objets sont les mêmes parce que les deux objets ont les mêmes attributs. On va dire que deux personnes sont des jumeaux parce que les deux personnes se ressemblent. Voilà. Mais, comme pour les tableaux, on ne compare pas, deux objets ne sont pas les mêmes parce que les deux objets ont les mêmes noms. C'est pas la même chose. Vous avez plusieurs Momour dans le monde, mais ce ne sont pas les mêmes. Ces deux instances de la classe homme ont simplement les mêmes noms. Mais pour que deux objets soient les mêmes, il faut que ces deux objets aient les mêmes valeurs pour leurs attributs. Donc, vous avez un point P1, P2. P1 est de coordonnées 8, 10. Bon, les deux objets ne contiennent pas les mêmes. Les objets contiennent le même objet. Quand on va écrire que P2 égale P1. Mais les deux objets seront les mêmes si les deux objets ont les mêmes valeurs de propriété. Donc attention, comme pour les tableaux ou les chaînes de caractères, on ne compare jamais deux objets avec la double égalité, ni la différence avec point d'exclamation égal. Pour tester l'égalité de deux objets, il faut comparer les valeurs de leurs propriétés. Les mêmes propriétés, est-ce que ces mêmes propriétés ont les mêmes valeurs? Bon, généralement, des fois, on ajoute une méthode pour la comparaison, donc que l'on appelle à chaque fois qu'il faudra comparer les deux objets. Donc, un attribut, une notion d'attribut statique, ça nous l'avons vu depuis le départ. Bon. Nous avions l'habitude de l'utiliser afin de pouvoir appeler les méthodes ou les variables dans la méthode main. Donc, un attribut statique, c'est simplement un attribut qui existe pour l'ensemble des instances de la classe, donc qui est partagé par l'ensemble des instances de la classe. Donc les attributs statiques existent même si aucun objet n'est déclaré, n'est créé. Donc ce sont aussi des attributs qui sont accessibles à partir du nom de la classe seulement. Donc ici, vous avez par exemple le cas de l'attribut NB point, qui est le nombre de points de la classe. Donc pour les méthodes statiques aussi, ce sont des méthodes qui sont accessibles à partir du nom de la classe et qui existent pour donc, toutes les instances de cette classe. Maintenant, la notion de programme Java, bon, puisque nous avons vu la notion de fonction, le constructeur d'attribut, bon. Un programme Java, bon, c'est simplement une classe qui contient une fonction main. Si vous avez une classe avec une fonction main, vous avez un programme. Donc, voici la syntaxe finale pour une classe Java. Donc, vous avez la méthode main, les attributs ou propriétés de la classe et des méthodes qui agissent sur ces attributs. Voilà. Je vous avais donné le support, donc les deux TD et le TP la dernière fois. Pour les autres, il faut récupérer ces trois fichiers. Donc, nous allons voir.